Donc comment peut-on être, à la fin du XXe siècle, membre des universités en Occident et gnostique? C'est un peu la question. C'est une question redoutable parce que nous avons énormément de travail à faire sur cette alliance. Et la semaine dernière encore, j'étais à Prague à un congrès sur la phénoménologie de l'imaginaire, marqué par très forte présence des Husserliens. Et parlant par ailleurs de Bachelard, j'ai ouvert une grande fenêtre sur Henri Corbin pour montrer que la pensée d'Henri Corbin était une phénoménologie du suprasensible. Et là, les yeux étaient écarquillés. Et donc, il reste beaucoup à penser. Une phénoménologie qui est essentiellement axée au XXe siècle sur le sensible. Qu'est-ce qu'une conscience gnostique? Comment peut-on faire une phénoménologie de la conscience gnostique? Donc, il y a une énorme ignorance, je crois, du savoir académique contemporain sur ces ressources spirituelles qui nous intéressent et peut-être nous habitent. Et il nous faut continuer à œuvrer en ce sens pour élargir l'empan des références du savoir académique. Alors je voudrais essayer de trouver un chemin de crête entre deux positions que nous vivons, dont nous souffrons souvent. La première qui consiste effectivement à rejeter de manière très condescendante, souvent, les travaux de Gilbert Durand ou d'Henri Corbin du côté d'une marginalité mystique, voire pour Gilbert Durand dans le domaine des sciences humaines et sociales, dans le domaine de l'anthropologie, du côté de l'irrationnel. Et Dieu sait qu'il y a des clichés, des stéréotypes vengeurs dans l'université contre ce type de savoir. Mais de l'autre côté aussi, malheureusement, éviter certaines évaluations fougueuses d'amis. Par exemple, guénoniens, qui pensent déjà que, surtout Gilbert Durand, aurait sacrifié à quelque réductionnisme. Et ces ouvrages qui sont même le fait d'anciens de mes doctorants, on est toujours trahi par les siens, sont même préfacés par d'honorables amis, ici absents, et qui pensent qu'effectivement Gilbert Durand est déjà une figure du nihilisme. Donc nous devons assumer cette contradiction entre deux types de rejet. Je me sens souvent rejeté par deux familles. Alors comment tenir debout au milieu de cela? Je crois que c'est ce qui unit aujourd'hui les deux œuvres, dans la mesure où nous sommes aujourd'hui dans cette salle d'une université française en 2013.